là-bas au fond. Ça, c'est ta position. Ah oui, non. C'est pas la peine d'entrer ça. Et c'est quoi celui-là? De Saint-Martin vers la mer. Vous sortez à droite, vous descendez les escaliers. Ça vaut le coup, hein. Enfin, vous prenez un truc là. Comme vous avez pu vous l'imaginer, c'est dans un café rempli de délicieuses pâtisseries que s'est déroulé mon entretien d'aujourd'hui. J'ai voulu rencontrer Dina en raison de son engagement en tant que représentante de la ville de Sderot auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pendant les 3 années où elle y a vécu, Dina a vu et entendu des roquettes s'abattre quotidiennement sur la ville. Elle a fini par quitter cette atmosphère épuisante pour s'installer près de Ramallah. D'accord, donc je m'appelle Dina Cohen, j'ai 23 ans, j'habite actuellement à Kochav Yaakov. Je suis née à Marseille. J'ai quitté la France à l'âge de 16 ans, donc il y a 7 ans, pour m'installer à côté de Jérusalem avec mes parents et ma famille. Depuis, j'ai fait des études de communication. J'ai habité pendant 3 ans à Sderot durant mes études. Je me suis mariée, j'ai un petit garçon. Chapitre 1. L'enfance. Ma famille est une famille pratiquante et moi-même je suis pratiquante, donc mon enfance en France était très influencée par la communauté juive à Marseille, notamment par l'école Yavneh où j'ai étudié toute mon enfance jusqu'à que je parte en Israël. Donc voilà quoi. En règle générale, on a connu aussi de l'antisémitisme. Nous avons fait notre aliyah, nous avons quitté la France en 2002. Donc c'est assez en rapport avec les événements, la seconde intifada qui a eu lieu en 2000. Donc mes frères et sœurs, j'ai 2 grands frères et une grande sœur qui ont fait leur aliyah également quelques années auparavant. Donc ça nous a un petit peu poussé, mes parents et moi, à faire notre aliyah quelques années plus tard. Ça fait des années que mes parents veulent faire leur aliyah, veulent monter en Israël. Mais bon, des problèmes au niveau du travail, toutes sortes de choses ont fait qu'ils n'ont pas fait leur aliyah pendant ces 20 dernières années. Et finalement, toute notre famille a été élevée et nous avons tous grandi, moi et mes frères et sœurs, dans cette ambiance, dans cet amour d'Israël et avec cette envie de rejoindre ce pays. Chapitre 2. L'intégration. Oh, l'intégration. Les débuts étaient un petit peu durs. Ça veut dire la langue, tout ce qui est l'apprentissage à la vie israélienne, la connaissance avec la société. En plus, moi, j'ai fait mon aliyah, j'avais 16 ans. J'avais 15-16 ans, ouais. Donc, c'est intégrer une nouvelle école, passer son bac dans une école israélienne, ce qui n'a pas été forcément facile. D'un autre côté, lorsque je regarde en arrière, ça s'est très bien passé. Il y a eu des difficultés, mais c'était des difficultés qui sont tout à fait normales et qui finalement m'ont beaucoup apporté au niveau personnel. Et en règle générale, ma vie aujourd'hui, ça a beaucoup influencé ces premières années d'intégration, puisque c'est grâce à ces années difficiles d'apprentissage de la langue, de connaissances avec les gens, etc., les Israéliens, qui ont fait qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait intégrée. Et même si souvent, il y a encore des petites fautes d'orthographe ou des petites notions qu'on ne comprend pas encore vraiment, en règle générale, je pense être tout à fait intégrée. Et en règle générale, je pense que c'est surtout se sentir concerné par ce qui se passe en Israël. Que ce soit la situation au niveau sécuritaire qui malheureusement nous touche tous, et à part cela, tout ce qui est politique, tout ce qui est la vie de tous les jours, je me sens beaucoup plus intéressée, beaucoup plus j'ai perdu le mot. Je me sens beaucoup plus impliquée. Voilà. Je me sens beaucoup plus impliquée que ce que je l'étais en France. Bon, évidemment, je n'ai pas le même âge que lorsque j'étais en France,
Mais en France, disons que ça ne m'intéressait pas plus que ça, tandis qu'ici, j'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer, j'ai quelque chose à faire en Israël et j'ai ma place ici pour le faire, ce que je n'avais pas en France. Donc voilà. Encore un bout de gâteau. Lorsqu'on entend et qu'on le vit aussi, toutes sortes de choses qui se passent par exemple dans le métro, des jeunes qui se font agresser alors qu'il y a des gens autour qui regardent et qui ne bougent pas, ou des cas de personnes, de jeunes filles qui se font violer dans des métros, plein de gens bondés et que personne ne se lève pour faire quelque chose. En Israël, je ne pense pas que ça puisse se passer. C'est-à-dire il y aura toujours quelqu'un pour venir et pour aider, puisqu'en fait les jeunes sont à 18 ans tous à l'armée. Ça crée ensuite dans leur vie de tous les jours, dans la vie des gens, des Israéliens, une sorte de fraternité. C'est assez beau, quoi. Vous sortez dans la rue, c'est l'impression que vous êtes assez entouré. On n'a pas ce sentiment de peur que moi quand j'étais plus jeune, j'avais peur de sortir le soir, de sortir dans le métro, de prendre le bus. C'était tout le temps cacher mon téléphone pour pas qu'on me le vole, ou bien mon iPod. Enfin, j'avais pas d'iPod à l'époque, mais mon Walkman ou les affaires de valeur que j'avais sur moi, de peur qu'on me les vole, qu'on m'agresse ou qu'on me fasse je ne sais quoi. Chapitre 3. Sderot. J'ai vécu 3 ans à Sderot le temps de mes études, de passer ma licence. Ce qui a été assez intéressant, éprouvant en même temps, vu que la ville était sans arrêt bombardée. Et c'est vrai que ça m'a fait passer de l'autre côté, si vous voulez, au niveau de à quel point j'ai pris conscience de la réalité israélienne qui a des années-lumière de ce qu'on peut voir en France et des fois même des années-lumière de ce qu'on peut voir en Israël même. Parce que vous êtes à Tel Aviv ou vous êtes à Sderot, c'est pas la même chose. On voit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes réflexes. Lorsqu'on arrive sur place, on se rend compte que c'est une ville qui subit des attaques incessantes. Et jusqu'au moment où l'on arrive sur place, on ne se rend pas compte de cette réalité. On ne s'aperçoit pas vraiment à quel point les gens sont touchés par ça. Et on ne sait pas, parce que lorsque vous dites à des Français ou à des gens, même en Israël des fois, ça fait 7 ou 8 ans que telle famille dorme dans un abri parce qu'ils ont peur qu'un Qassam explose dans leur salon ou dans leur chambre à coucher. Les gens ils vous regardent et vous disent ah bon, vraiment, ça existe. Bon, on entend comme ça des Qassams qui explosent, mais les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. De ces 3 dernières années, on a vécu des semaines infernales, quoi. C'est des alertes vraiment incessantes, alerte après alerte. Plus moi, j'avais un petit garçon, c'est-à-dire la dernière année où j'habitais à Sderot, donc mon fils venait de naître. Donc toute sa première année de vie, il a passé sous les bombes, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas du tout facile pour une jeune mère de se voir courir avec un bébé dans les bras, ou de sentir l'incertitude et ne pas avoir la possibilité de pouvoir protéger sa famille et de pouvoir se protéger de soi-même. Alors, je savais qu'à chaque fois que je sortais à l'extérieur, que j'allais à la fac ou que je l'emmenais au jardin d'enfants ou bien à la garderie, je savais que c'était très possible que dans la même journée il y ait des explosions et on ne sait pas où ça va tomber, on ne sait pas ce qui va se passer, donc évidemment ça fait très peur. D'un autre côté on se motive, on se renforce, on essaye de faire avec, on vit dans cette situation qui est impossible entre des pensées qui nous poussent à rester, à partir, on ne sait pas vraiment exactement quoi faire et c'est très problématique. L'ambiance qu'il y avait en ville, etc., c'était une ambiance très chaleureuse. Les gens, on avait beaucoup d'amis aussi là-bas, etc. Ça veut dire que le départ a été aussi difficile pour nous. Évidemment, le fait que je vis dans une ville où on ne tombe pas de Qassam, c'est un plus. Je pense qu'il y a certains chocs qui nous ont marqués. Moi, que ce soit personnellement, avec certaines explosions qui sont passées assez proches de notre appartement ou bien de notre faculté, ou qui ont touché des proches à nous. On vit dans cette réalité 24 heures sur 24 et même jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait maintenant bientôt 1 an et demi que j'ai quitté la ville, que
Jusqu'à aujourd'hui, des fois, je sursaute quand j'entends des haut-parleurs, ça rappelle l'alarme, ou bien des portes qui claquent, ou bien toutes sortes de choses comme ça qui me rappellent, qui rappellent cette même période. Chapitre 4. Les Palestiniens. Évidemment, on ne les voit pas forcément, ça veut dire on les voit surtout par les médias, évidemment, de ce qu'on entend par la presse. Moi, actuellement, j'habite à côté pas très loin de Ramallah, donc on les voit aussi, c'est-à-dire on travaille avec eux. Il y a aussi beaucoup de Palestiniens qui travaillent dans nos villages, dans nos villes. Donc on a quand même un contact avec ces gens, avec les petits gens, quoi. Évidemment pas avec les dirigeants eux-mêmes. En fait, on n'a pas exactement une image de la société palestinienne. Je pense que on ne les connaît peut-être pas assez, mais d'un autre côté, j'ai une image d'un peuple assez faible, qui sont dirigés par des tyrans, surtout lorsqu'on parle du Hamas, évidemment. D'un autre côté, c'est eux qui sont choisis ces terroristes à leur tête. Donc, Chapitre 5. Les Israéliens et les Palestiniens. Le problème, je pense que c'est la population arabe n'a pas su reconnaître le droit des Israéliens sur la terre d'Israël. Et je pense que là est le problème, en fait, puisque je sais pas. Je sais pas sur ce niveau-là. Les Palestiniens, s'ils choisissent la voie de la paix, la voie de la discussion, etc., ils pourront vivre avec les Israéliens en entente parfaite. Évidemment, peut-être que ce ne sera sûrement pas l'amour fou dès le début, mais en tout cas, on peut vivre en cohabitation, ce qu'il en est. On peut arriver à certaines solutions. Mais je ne pense pas que maintenant, donner la moitié de l'État au Hamas ou à Abou Mazen, c'est ce qui entraînera la paix. Au contraire, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Gush Katif, ça ne donne pas de grands espoirs. Et surtout, ça nous prouve que actuellement, le peuple palestinien n'arrive pas à se contrôler lui-même et à avoir une certaine routine, avoir une certaine vie économique, politique, etc., qui soit saine et qui soit agréable pour ses habitants. Lorsqu'on voit pendant toutes ces années, c'est-à-dire je reviens encore sur Gaza, mais ils ont reçu des aides humanitaires au niveau d'argent, etc., qui s'élèvent à des millions, si ce n'est pas des milliards de shekels et de dollars, pour aider la population. Lorsqu'on regarde la vie à Gaza, on voit c'est le chaos total. Mais ce n'est pas le chaos à cause de l'État d'Israël qui ne fait rien pour les aider, etc. Parce que l'État d'Israël aide aussi sur le niveau financier. C'est ça le plus absurde. Mais on voit, quoi. Les écoles sont délabrées, les routes, n'en parlons pas. L'économie palestinienne à Gaza, c'est le tiers-monde. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a été fait pour développer et faire en sorte que la société ait une meilleure vie, les habitants vivent mieux, une économie. Les jeunes de Gaza n'ont aucun avenir sur ce niveau-là, mais pas. Ça veut dire à cause des dirigeants qui se servent de tout cet argent aussi, de toute cette aide, de tout ce qu'ils ont pour la guerre, pour avoir des armes, pour le djihad, pour tirer des Qassams, pour tuer.